Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour qu'on aborde ensemble les actualités de la granulomatose avec polyangéite et de la polyangéite microscopique. Je suis Xavier Puéchal, je travaille au centre de référence à l'hôpital Cochin à Paris et nous allons centrer essentiellement sur les actualités diagnostiques et thérapeutiques. Alors, de quoi on parle? On parle des vascularites, donc qui sont des maladies inflammatoires des vaisseaux, qui sont classés notamment depuis la classification révisée de Chapel-Hill en fonction de la taille des vaisseaux intéressés. Et aujourd'hui, on parle des vascularites, des petits vaisseaux. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il s'agit des vascularites qui prédominent sur les petits vaisseaux et qu'on pourra éventuellement avoir une atteinte des vaisseaux de calibre supérieur. Ces vascularites s'associent à peu ou pas de dépôt de complexes humains. Ça veut dire que si vous faites une immunofluorescence, quel que soit le prélèvement biopsique, eh bien, cette immunofluorescence va être négative. Et ces maladies sont souvent associées aux anticorps anticytoplasme des polynucléaires, que ce soit la granulomatose avec polyangite, qu'on appelait autrefois Wegener, la granulomatose éosinophilique avec polyangite, qu'on appelait autrefois Schuck-Strauss, et la polyangite microscopique. Alors, les ANCA, vous savez, historiquement, on a décrit ça par immunofluorescence, et vous voyez sur la plaque de gauche une fluorescence cytoplasmique qui est en fait dirigée contre la protéinase 3. Quand on a des ANCA dirigés contre la protéinase 3, c'est très spécifique de granulomatose avec polyangéite. Ça se voit essentiellement dans les formes systémiques, mais aussi souvent dans les formes localisées. A contrario, quand la fluorescence est périnucléaire, la cible est souvent ou parfois la myéloperoxydase, et ces encas sont moins spécifiques, mais on les rencontre chez le tiers des patients atteints de granulomatose éosinophilique avec polyangéite et chez les trois quarts des patients atteints de polyangéite microscopique. En fait, ça, c'est de l'histoire de la médecine, puisqu'on sait depuis 2017, depuis une conférence de consensus international, qui n'est pas encore malheureusement appliquée en France, par exemple, que le dépistage des ANCA ne doit plus être fait par immunofluorescence, mais par un immunoessai. Pourquoi? Parce que les immunoessais dont on dispose, notamment les tests ELISA de dernière génération, ont une bien meilleure sensibilité et spécificité que l'immunofluorescence. Donc en clair, quand on vous répond qu'un patient a des ANCA en immunofluorescence, mais qui ne sont dirigés ni contre la protéinase 3, ni contre la myéloperoxydase, eh bien, vous considérez cela comme étant non utile au diagnostic et vous mettez ça à la poubelle. Un petit mot sur la prévalence de ces vascularites. Je vous ai mis trois études. À gauche, une étude un peu ancienne en Suède, au centre américaine, et à droite, la dernière étude française. Et vous voyez qu'en bleu, la polyangite microscopique a une prévalence d'autour de 100 par million d'habitants adultes, alors que c'est à peu près le double pour la granulomatose avec polyangite. Vous voyez que cette incidence est relativement stable dans le temps également. Quant à la granulomatose éosinophilique avec polyangite, vous voyez qu'elle est infiniment plus rare et c'est une des raisons pour lesquelles on n'en parlera pas dans ce topo aujourd'hui. Quelle est l'expression clinique de ces maladies? Les patients se présentent avec des signes généraux, qu'il s'agisse de myalgie, d'arthralgie, d'horaire inflammatoire ou éventuellement de véritables polyarthrites. Et associé à ces signes généraux, vous allez avoir les manifestations qui traduisent l'atteinte vasculaire inflammatoire. Alors ça peut être dans le nerf périphérique à l'origine d'une mononeuropathie multiple ou d'une polyneuropathie. Ça peut être au niveau du cerveau avec des AVC, des tableaux d'épilepsie, voire vraiment de démence vasculaire par accident vasculaire constitué. La peau, c'est pratique parce que devant un patient qui ne va pas bien, eh bien, vous voyez tout de suite qu'il s'agit d'une vascularite quand vous avez un purpura ou des nécroses, voire un phénomène de Raynaud ou des thromboses. Et puis le poumon, vous savez que ça s'exprime sous forme d'un infiltrat qui peut révéler une hémorragie alvéolaire par capillarite pulmonaire ou de nodules pulmonaires. On va revenir dessus également. Enfin, sur le plan digestif, c'est la complication probablement la plus redoutable, à l'origine d'une hémorragie digestive ou de perforation. Enfin, quand il y a une atteinte rénale, il s'agit d'une néphropathie glomérulaire. En plus, quand vous avez une granulomatose avec polyangite, à ces manifestations de vascularite s'ajoutent les manifestations de granulome. Et quelles sont-elles? Les manifestations ORL relèvent toutes de ce mécanisme granulomateux, les nodules pulmonaires également, les granulomes orbitaires évidemment, et les pachyméningites.
En effet, la granulomatose avec polyangite associe d'une part des manifestations vascularitique, la capillarite pulmonaire responsable d'une hémorragie alvéolaire, ou la glomérulonéphrite rapidement progressive, et en association des manifestations granulomateuses chez le même patient avec des atteintes ORL ou des nodules pulmonaires qui, quand vous les biopsiez, vous montrent le granulome. Alors, sur une très large cohorte du GFEV, les encas étaient positifs de type anti-PR3 chez les 3/4 des patients. Chez un patient sur 6, ces encas étaient dirigés contre la myéloperoxydase. Et il faut le savoir, attention, dans toutes les séries de la littérature, 5 à 10% de ces patients atteints de granulomatose avec polyangite n'ont pas d'encas dépistés en ELISA. Donc ça n'élimine pas le diagnostic. Donc retenez, 91% ont des encas en ELISA. Et voilà quelles sont les manifestations à partir de cette large cohorte. Et vous voyez que j'ai mis en rouge les 3 manifestations les plus fréquentes, puisque effectivement, il y a une triade, l'atteinte ORL qui est souvent révélatrice, avec des sinusites récidivantes, des otites, des rhinites croûteuses, l'atteinte pulmonaire qui est de 2 types, comme on vient de le voir, et l'atteinte rénale qui est une glomérulonéphrite rapidement progressive. Alors voilà quelques images que vous connaissez déjà. Voilà par exemple une sinusite maxillaire chez un patient qui va révéler une granulomatose avec polyangéite. Voilà un tableau d'hémorragie alvéolaire qui va s'extérioriser chez ce patient. Et voilà un nodule pulmonaire qui, lorsqu'il est unique, va faire poser toute la question du diagnostic différentiel de ce nodule lorsque la granulomatose avec polyangite soit n'est pas évidente, soit n'est pas connue. Enfin, l'atteinte rénale est responsable d'un tableau de glomérulonéphrite rapidement progressive, GNRP, et quand vous faites une biopsie rénale, vous observez ce magnifique croissant qui témoigne de la prolifération extracapillaire. Qu'en est-il pour la granulomatose avec polyangite, de la survie? Eh bien, vous voyez les taux de survie global, et vous voyez ça, en rouge s'affiche la survie globale avant 2000 et après 2000, et vous voyez maintenant que cette maladie a une espérance de vie qui rejoint celle de la population générale, avec un taux de survie à 89% à 10 ans, ce qui est à peu près l'espérance de vie de ces patients qui sont âgés en moyenne de 55 ans au diagnostic. Par contre, nettement moins brillant, vous voyez ici le taux de survie sans rechute qui est nettement moins bon après traitement d'entretien conventionnel, et vous voyez que sur le long terme, seuls 17% des patients ne vont pas rechuter. Ça veut dire que 2/3 des patients atteints de granulomatose avec polyangite rechutent à 5 ans, et 5 sur 6 ont rechuté avant 10 ans. Retenez bien, maladie des encas, maladie des petits vaisseaux, maladie de la rechute. On sait aussi que dans cette maladie-là, comme dans toutes les autres, un facteur de risque indépendant de rechute est le fait d'avoir des anticorps dirigés contre la protéinase 3. Passons maintenant à la polyangéite microscopique. Alors vous voyez que la répartition est totalement différente, avec un certain nombre de manifestations d'incidence à peu près comparables dans le temps, autour de 40-45%, et vous voyez que se détache l'atteinte rénale qui est présente chez les 3/4 des patients, qui fait que cette maladie est essentiellement vue dans le milieu néphrologique, ou en tout cas a toujours, ou presque toujours, une composante rénale. Retenez bien ça, cette prédilection pour l'atteinte rénale de la polyangite microscopique. On sait aussi affiner le score le FFS, qui va nous permettre d'affiner la probabilité de survie du patient, et 5 facteurs ont été listés comme étant associés à une surmortalité, une protéinurie supérieure à 1 gramme, une fonction rénale détériorée, une atteinte digestive ou cardiaque spécifique, et enfin une atteinte neurologique centrale spécifique. On compte 1 point par item présent, et vous voyez les taux de survie qui s'affichent à droite et qui sont très différents selon qu'on a 1 ou pas, 2 ou pas facteurs de surmortalité. Quant à la polyangite microscopique, la probabilité de survie est beaucoup moins bonne parce qu'il s'agit essentiellement de patients plus âgés, âgés en moyenne de 65 ans, donc 10 ans de plus que ceux atteints de granulomatose avec polyangéite. Et vous voyez que leur taux de survie est de 84% à 5 ans,
qui rejoint à peu près celle de l'espérance de vie des patients qui ont une atteinte rénale. N'oubliez pas qu'ils ont, pour 3/4 d'entre eux, une atteinte rénale et ils sont beaucoup plus âgés. Et voyez aussi que la probabilité de survie, sans rechute de ces patients n'est pas terrible. Vous avez 40% des patients qui ont rechuté à 5 ans. Alors passons maintenant au traitement. Le traitement à 2 phases, c'est peut-être la diapo la plus importante de mon topo, mais je pense que vous la connaissez toutes. Une phase de traitement d'induction dont l'objectif est d'obtenir une rémission complète. On éteint l'incendie et puis une fois que l'incendie est éteint, il ne s'agit pas que les braises repartent. L'incendie, on arrive à peu près à l'éteindre dans plus de 80% des cas. C'est rarement le problème, en 3 à 6 mois. Et pour pas que les braises repartent, il faut absolument un traitement d'entretien pour prévenir les rechutes. Alors voyons d'abord le traitement d'induction dans ces maladies-là. Eh bien, si vous avez affaire à une polyangite microscopique sans facteur de surmortalité, eh bien, le traitement est une corticothérapie isolée à 1 mg/kg et puis on descend. A contrario, quand vous avez une polyangite microscopique avec au moins un facteur de surmortalité, le traitement associe d'une part des corticoïdes et vous êtes obligé d'adjoindre un immunosuppresseur, qu'il s'agisse du cyclophosphamide ou du rituximab. La granulomatose avec polyangite, c'est un petit peu différent, car dans tous les cas, la corticothérapie ne suffit pas à contrôler la maladie, elle peut masquer les signes, mais quand vous arrêtez ou quand vous diminuez les corticoïdes, la maladie repart. Il faut un immunosuppresseur pour guérir cette maladie. Il s'agisse encore une fois du cyclophosphamide ou du rituximab. Alors voyons d'abord, si vous le voulez, les corticoïdes. Avant l'avènement des corticoïdes, la survie à 5 ans était de 13%. Avec l'avènement dans les années 50 des corticoïdes, elle est montée à 48%. Cette amélioration de la survie grâce à la corticothérapie a été confirmée par toutes les études ultérieures. On débute la corticothérapie à 1 mg/kg, ça ne sert à rien de donner plus. Et dans le PNDS 2019, sur lequel on est un peu revenu, voilà les points de repère essentiels des corticoïdes. 20 mg par jour à 3 mois, 10 mg par jour à 6 mois et 5 mg par jour à 1 an. Et on traitait les malades par corticoïdes pendant 12 à 18 mois selon l'évolution. Voilà ce que ça donnait pour un patient, par exemple, âgé de 65 ans, avec une décroissance de la corticothérapie qui est représentée en fonction du temps et qui apporte une dose cumulative totale de prednisone de 4,27 g sur les 6 premiers mois de traitement. 20 mg à 3 mois, 10 mg à 6 mois et 5 mg à 1 an. Voilà ce qui était dans le PNDS 2019. Et en fait, il y a plusieurs études qui sont venues nous dire attention, on peut peut-être arriver à contrôler l'évolutivité de ces maladies-là avec un schéma de corticoïdes allégé en retirant un bénéfice parce qu'on a ainsi moins d'effets indésirables. L'étude Princeps et l'étude Pexivas, qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine en 2020 et qui a inclus 704 patients atteints soit de granulomatose avec polyangite, soit de polyangite microscopique. L'objectif de cette étude était notamment de démontrer la non-infériorité d'une dose réduite de corticoïdes pour contrôler la maladie, et le contrôle de la maladie, et ça c'est important, était apprécié par un critère composite, mortalité ou insuffisance rénale terminale, qui sont des critères durs, car il s'agissait d'une étude qui n'était pas en double aveugle. Donc, mortalité ou insuffisance rénale terminale. Les patients avaient soit une granulomatose avec polyangite, soit une polyangite microscopique. Pour être inclus, ils devaient présenter une maladie sévère, définie soit par une hémorragie alvéolaire, soit par une insuffisance rénale. Ils recevaient en traitement d'induction soit du cyclophosphamide ou du rituximab, selon le choix de l'investigateur, et il y avait ensuite une double randomisation, échange plasmatique ou pas d'échange plasmatique, et dose standard de corticoïdes, qui est à peu près le PNDS, ou dose réduite de corticoïdes. J'attire votre attention sur la partie droite de cette diapo, qui est le schéma qu'ont reçu ces patients dans l'étude Pexivas, qu'on appelle le bras allégé ou le bras court, de corticoïdes. Tous les malades avaient des bolus de méthylprédnisolone, puis recevaient 1 mg/kg jour pendant une semaine. Puis, on avait une décroissance de la corticothérapie beaucoup plus rapide que dans le PNDS, puisque l'objectif d'atteindre 10 mg était atteint non pas à 6 mois, mais à 3 mois, et 5 mg par jour était atteint avant 5 mois. Cette étude, et en tout cas le bras
dose de corticoïdes réduite est à la base des recommandations actuelles américaines et européennes et probablement du PNDS qui va être associé, qui va être actualisé très prochainement. Donc retenez que ce schéma fait maintenant l'unanimité, 1 mg/kg au départ après les 3 bolus qui avaient été donnés dans cette étude, puis 10 mg par jour à 3 mois, puis 5 mg avant 5 mois. Je vous ai dit, les patients avaient soit une granulomatose avec polyangite, soit une polyangite microscopique. Ils devaient avoir eu des encas et une atteinte rénale ou une hémorragie alvéolaire. Et voilà les résultats en fonction du bras standard de corticoïdes en rouge ou du bras dose réduite de corticoïdes, évalués sur la probabilité de non-contrôle de la maladie, c'est-à-dire est-ce que je meurs, oui, non, est-ce que je passe en insuffisance rénale terminale, oui, non. Et vous voyez que globalement, les courbes sont comparables, permettant de valider l'hypothèse de non-infériorité qui avait été proposée. Autrement dit, un schéma allégé de corticoïdes initial n'entraîne pas un moins bon contrôle des vascularites sévères dans cette étude. Et bien sûr, il était important de regarder s'il y avait un bénéfice en termes d'allègement des effets indésirables. Eh bien oui, ça a été montré pour le taux d'infection sévère qui était réduit de 30% chez les patients qui étaient randomisés dans le bras corticothérapie allégée. En résumé, un schéma allégé de corticoïdes initialement n'entraîne pas un moins bon contrôle des vascularites sévères, vous avez vu, hémorragie alvéolaire ou insuffisance rénale, et par contre permet de réduire de 30% le taux d'infection sévère à 1 an. Alors je vous remets mon petit schéma de l'ex-PNDS ou de feu PNDS, comme il faudrait dire, et puis voilà en jaune le schéma Pexivas, bras réduit, qui est encore une fois non seulement le schéma Pexivas bras court, mais maintenant les recommandations américaines, les recommandations européennes et probablement bientôt également aussi les recommandations françaises. L'objectif étant de viser 20 mg non pas à 3 mois mais à 1 mois et demi, 10 mg non pas à 6 mois mais à 3 mois et 5 mg avant le 5e mois. Et vous voyez qu'en dose cumulative de prednisone pour un adulte de 65 ans, le gain obtenu est d'à peu près 50%. On apporte à peu près 50% de moins de corticoïdes. Avec à peu près 50% de moins de corticoïdes cumulativement initialement, on peut contrôler ces maladies. Alors, un mot sur le cyclophosphamide qu'on utilise de moins en moins, mais quand il s'utilise à 0,6 g/m² à 3 reprises pendant le premier mois, puis on espace à toutes les 3 semaines pour 3 perfusions en montant à 0,7 g/m². On fait moins s'il y a une insuffisance rénale ou si le patient a plus de 65 ans. On propose 6 bolus en première intention, en sachant que parfois, en cas de rémission incomplète, on propose 3 bolus supplémentaires pour atteindre vraiment la rémission quand elle n'est pas atteinte après 6 bolus, mais c'est assez rare. Il faut bien penser à prévenir la pneumocystose, qui est fréquent, notamment dans la granulomatose avec polyangite, et fréquent sous cyclophosphamide, et penser à préserver la fertilité, qui reste la complication très importante de ce traitement. Le rituximab a un petit peu remplacé le cyclophosphamide depuis l'arrivée de 2 études publiées en 2010 dans le New England Journal of Medicine, notamment l'étude RAVE, qui est l'étude américaine, qui a permis au rituximab d'avoir son autorisation de mise sur le marché dans la granulomatose avec polyangite et dans la polyangite microscopique sévère. En effet, cette étude a proposé des bolus de méthylprednisolone à tous ces patients, puis 1 mg/kg jour à tous ces patients, et les patients ont ensuite été randomisés soit pour avoir du cyclophosphamide à l'américaine, c'est-à-dire par voie orale, avec un placebo de rituximab, et du rituximab à 375 mg 4 semaines consécutives avec du placebo d'endoxan. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les Américains pensaient qu'avec le rituximab, on pourrait peut-être guérir définitivement ces malades et que ceux qui avaient eu du rituximab n'avaient plus rien après comme traitement d'entretien, alors que ceux qui avaient de l'endoxan comme traitement d'induction recevaient de l'Immurel en traitement d'entretien. Le critère principal d'efficacité de cette étude était le taux de rémission complète défini par un BIVAS à 0 à 6 mois et, à l'américaine, le sevrage de la corticothérapie à 6 mois. Et vous voyez les résultats pour le rituximab comme pour le cyclophosphamide qui sont globalement comparables, validant
la non-infériorité, mais ne validant pas la supériorité du rituximab dans cette étude. Par contre, les patients étaient stratifiés avant traitement avant randomisation en fonction de leur caractère. C'est la maladie qui débute ou il s'agit d'une rechute de la maladie. Et chez les patients qui étaient en rechute, vous voyez que le rituximab a mis plus de patients en rémission que le cyclophosphamide et la différence était significative. Autrement dit, il n'est pas question de proposer un autre traitement immunosuppresseur d'induction chez ces patients que le rituximab, qui est plus efficace que le cyclophosphamide. Alors, si on regarde les résultats à 18 mois, dans le bras rituximab qui n'a pas reçu le traitement d'entretien et dans le bras cyclophosphamide qui a été suivi d'azatioprine, eh bien, le taux de rechute reste élevé, mais il est comparable, effectivement, entre les deux groupes. Donc, un taux de rechute élevé, inacceptable. Donc, il n'est pas question de ne pas donner de traitement d'entretien chez les patients qui ont eu du rituximab en traitement d'induction. Un petit mot rapide sur la place des échanges plasmatiques dans le traitement des vascularites associés aux encas sévères. Et là encore, ça avait été évalué dans l'étude PEXIVAS dont je vous ai déjà parlé, puisque vous avez vu que les patients étaient randomisés pour avoir soit des échanges, soit pas d'échanges. Et voilà les résultats en fonction, en rouge, de la réception de traitement par échange plasmatique ou en bleu chez les patients qui n'ont pas été échangés. Et vous voyez que là encore, les courbes ne sont pas très différentes. Il y a peut-être un petit signal au départ sur lequel on va revenir tout à l'heure, mais vous voyez que globalement, les courbes sur le moyen terme et sur le long terme se regroupent tout à fait. J'attire votre attention sur le fait que dans l'analyse de sous-groupe, chez les malades qui avaient une hémorragie alvéolaire, par rapport à ceux qui n'en avaient pas, on a l'impression quand même qu'il y avait un petit bénéfice en faveur des échanges plasmatiques, qu'il y avait un petit peu moins d'effets délétères, de mortalité ou de passage en insuffisance rénale terminale chez les patients qui avaient une hémorragie alvéolaire grâce aux échanges plasmatiques par rapport à ceux qui n'en avaient pas. Donc, la conclusion de cette étude est que les échanges plasmatiques n'ont pas réduit le critère composite décès ou insuffisance rénale terminale. On sait aussi, c'est une méta-analyse qui a été publiée après l'étude PEXIVAS, donc qui inclut également les données de l'étude PEXIVAS dans le BMJ en 2022. On sait aussi que les échanges plasmatiques augmentent le risque d'infection sévère à 1 an. Et quand on regarde spécifiquement le risque de passer en insuffisance rénale terminale à 12 mois ou pas, en incluant l'étude PEXIVAS, vous voyez qu'il est maintenant démontré sur cette méta-analyse que les échanges plasmatiques réduisent la probabilité de passer en insuffisance rénale terminale à 12 mois. Vous voyez, c'était le petit signal que je vous avais mis en vert tout à l'heure, où on avait l'impression que les échanges plasmatiques au départ, c'était quand même un petit peu meilleur que l'absence d'échanges plasmatiques. C'était à cause de ça, parce qu'effectivement, à 1 an, il y a un petit bénéfice des échanges plasmatiques que on ne retrouve pas chez les patients qui n'ont pas été échangés au départ. Et donc, les recommandations américaines et internationales se sont un petit peu modifiées parce que le risque de passage en insuffisance rénale terminale, il est bien sûr proportionnel à votre créatinine au départ. C'est-à-dire que le risque de passage en insuffisance rénale terminale, on considère qu'il est inacceptable si il dépasse 7,5% à 1 an. C'est-à-dire, en clair, chez les patients qui ont une créatinine supérieure à 300 micromoles par litre, on considère que ces patients ont un risque modéré ou un fort risque de passer en insuffisance rénale terminale si vous ne les échangez pas. Et donc, les recommandations maintenant internationales sont de proposer des échanges plasmatiques aux patients qui ont une créatinine qui dépasse le cap des 300 micromoles par litre. Alors, ce n'est pas parfait, c'est très loin d'être parfait, ce n'est pas des données evidence-based medicine, on pourra en rediscuter. Probablement qu'il faut tenir compte également des données de la biopsie rénale, mais on pourra en revenir dessus dans la discussion tout à l'heure. Une fois que vous avez obtenu votre rémission,
je vous ai dit, dans plus de 80% des cas, en 3 mois, en 3 à 6 mois, eh bien, vous devez relayer par un traitement d'entretien pour prévenir les rechutes. Quand vous avez une polyangéite de bon pronostic, le traitement repose sur les corticoïdes. Quand, à l'inverse, vous avez soit une polyangite microscopique avec un facteur de surmortalité ou une granulomatose avec polyangéite, certes, il y a les corticoïdes, mais ça ne suffit pas. Alors, les corticoïdes aident un peu au maintien de la rémission complète dans la phase de traitement d'entretien. Cela est bien démontré par 2 méta-analyses qui ont montré que le taux de rechute était plus important quand les malades avaient une corticothérapie absente lors de la phase d'entretien. Et ça a été montré sur l'ensemble des essais thérapeutiques, les Américains arrêtant les corticoïdes en général à 6 mois, tandis que les Européens maintenant beaucoup plus volontiers une faible corticothérapie. Et quand je dis faible corticothérapie, c'est 5 mg. Donc vous voyez, cette méta-analyse donnait un petit avis en faveur d'une efficacité de la corticothérapie à faible dose pour prévenir les rechutes. Les Américains ne sont pas du tout d'accord, même si c'est eux qui ont fait ces 2 méta-analyses, ne sont pas du tout d'accord avec la proposition de la corticothérapie en traitement d'entretien. Pourquoi? À cause des effets indésirables de ces corticoïdes. Donc finalement, les Européens sont plutôt pour un maintien, les Américains sont contre. Quand c'est comme ça, il faut une étude pour départager tout le monde. Et c'est ce que Jean-Christophe Legat est en train de faire pour le groupe français d'études des vascularites. Vous voyez que les patients qui ont une granulomatose avec polyangéite ou une micropolyangéite reçoivent d'abord un traitement d'induction, comme tout le monde, puis ils sont mis en rémission et là reçoivent un traitement d'entretien par le rituximab. On va voir pourquoi tout à l'heure. Et les patients sont randomisés à la 2e perfusion de rituximab pour recevoir soit une année supplémentaire de prednisone à 5 mg par jour, soit un placebo de prednisone, étude en double insu, pendant 1 an. Et on fait les comptes à la sortie, donc les malades sont randomisés à 12 mois après l'induction. Et on fait les comptes à la sortie, c'est-à-dire 18 mois après la dernière perfusion de rituximab d'entretien, et le critère principal d'évaluation est le taux de rechute. Bien sûr, on tient compte également dans l'analyse de tous les effets indésirables qui vont survenir dans un bras et dans un autre, et avec cette étude, on pourra enfin savoir s'il y a un bénéfice ou pas à maintenir une année supplémentaire de corticoïdes chez ces patients pour prévenir les rechutes sans avoir trop de pépins liés aux effets indésirables. Alors autrefois, comme traitement d'entretien immunosuppresseur, on employait l'azatioprine ou le méthotrexate. Et le groupe français d'études des vascularites avait publié une étude où vous voyez la courbe de survie sans rechute avec le méthotrexate et avec l'azatioprine. C'était à peu près pareil. Le méthotrexate ne fait pas mieux ni moins bien que l'azatioprine, mais par contre, vous voyez que ces taux de rechute sont totalement totalement non acceptables, et puisque c'est à peu près 1 malade sur 2 qui a rechuté à 3 ans. Et donc, il fallait faire mieux, et c'est ce que fait le rituximab, qui est administré à 500 mg tous les 6 mois. C'est ce que fait le rituximab depuis l'étude du groupe français d'études des vascularites, qui a été encore publiée dans le New England Journal of Medicine en 2014, où l'objectif était d'évaluer en traitement d'entretien par rapport au traitement d'entretien conventionnel qu'on avait par azatioprine ou méthotrexate chez des patients qui avaient une granulomatose avec polyangéite ou une polyangéite microscopique sévère, et les patients avaient soit des nouveaux diagnostics, soit étaient en rechute après l'endoxan. Le traitement d'induction, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure dans le PNDS, c'est 1 g de méthylprednisolone 3 jours de suite, puis une corticothérapie qu'on débute à 1 mg kg, on atteint 20 mg à 3 mois et 10 mg à 6 mois, et on donne de l'endoxan, 3 perfusions à 0,6 g/m², puis 3 perfusions à 0,7 g/m². Et une fois que le malade est en rémission, on le randomise pour recevoir soit du rituximab tous les 6 mois à 500 mg, soit de l'azatioprine à 2 mg kg qu'on va arrêter à M22. Alors, autrefois, dans cette étude, on avait testé un bolus à J1 et J14, et depuis, on a démontré qu'il ne servait à rien de donner la perfusion à J15 de corticoïdes. Donc, retenez 4 perfusions à 500 mg en 18 mois chez ces patients. Le critère principal était le taux de rechute majeur à M28, c'est-à-dire après 10 mois après l'arrêt du rituximab,
Et voilà représentés les résultats sous forme de survie sans rechute. Et vous voyez que les patients qui ont reçu du rituximab ont une probabilité de rester en rémission sans rechute majeure qui est tout à fait importante, ce qui n'est pas le cas pour les malades qui ont été randomisés pour avoir de l'azatioprine. Et vous voyez que le rituximab réduit par 6 la probabilité de rechute majeure dans cette étude. Grâce à cette étude que nous a racheté Roche, qui s'en est servi après pour filer auprès de l'EMA et de la FDA, grâce à cette étude, une extension de mise sur le marché pour le rituximab en traitement d'entretien a été donnée à l'ensemble des pays du monde, et alors qu'il n'y avait qu'en France où on avait la liberté de pouvoir le prescrire en schéma de traitement d'entretien. Et quand on regarde les résultats à 5 ans, vous voyez que le bénéfice se maintient. Alors on peut analyser ces résultats de deux façons. Soit on est très optimiste et on dit, bah oui, l'écart entre les deux se maintient dans le temps, on est très content. Ou alors on peut analyser ces résultats de façon très pessimiste et dire que quand on arrête le rituximab, c'est là que les pépins commencent, puisque vous voyez toutes les rechutes apparaître ensuite. On a aussi réalisé une étude pour essayer d'évaluer la durée optimale du traitement d'entretien par le rituximab pour maintenir la rémission chez ces patients. Et les patients étaient randomisés pour avoir un schéma conventionnel d'entretien, puis soit 4 perfusions supplémentaires de rituximab, soit 4 perfusions de placebo. Vous voyez que les patients qui ont reçu 4 perfusions supplémentaires de rituximab ont un taux de survie sans rechute qui est absolument excellent, que 4% de rechute, alors que ceux chez lesquels on a arrêté le rituximab après 2 ans de traitement, eh bien, vous voyez que 25% d'entre eux vont rechuter. Et simplement, cette étude qui a été publiée dans Annals of Internal Medicine, je vous ai montré les résultats, mais ce qu'il fallait bien voir, c'est que, en fait, il s'agissait des patients qui avaient reçu ou non du rituximab en entretien de façon systématique ou à la demande. Donc, tous n'avaient pas eu 4 perfusions de rituximab en entretien. Et c'est probablement pour cela que ceux du groupe placebo ont eu un si mauvais résultat. Et donc, finalement, si je résume la place du rituximab dans ces maladies-là, en traitement d'induction, il a l'autorisation de mise sur le marché, il n'est pas moins efficace que le cyclophosphamide. Depuis, on a montré que dans la granulomatose avec polyangéite, il est plus efficace que le cyclophosphamide. On pourra revenir dessus si vous le souhaitez. La tolérance est identique, mais ce n'est pas vrai. Vous savez que le cyclophosphamide donne des cystites hémorragiques, des cancers de la vessie quand on l'utilise à dose cumulative, voire des lymphomes si on utilise des doses très importantes, alors que bien sûr, le rituximab ne donne pas ce type d'effet indésirable. Il donne quelques autres petits pépins, mais globalement, sur une étude, on ne voit pas de différence de tolérance. Et le rituximab est plus efficace que le cyclophosphamide chez les patients qui sont en rechute, mais son grand avantage, c'est qu'il évite la toxicité cumulative de l'endoxan. Il y a un intérêt également chez les femmes, et notamment les femmes de plus de 30 ans, parce que quand vous donnez du cyclophosphamide à une femme de plus de 30 ans, si vous ne prenez pas de précautions pour mettre au repos les ovaires ou pour avoir prélevé des ovaires ou des ovocytes auparavant, souvent, ça s'accompagne d'une ménopause définitive. Et l'intérêt également du rituximab, quand vous avez proposé en première intention du cyclophosphamide pour mettre le patient en rémission et que vous n'avez pas obtenu cette rémission, eh bien à ce moment-là, vous passez au rituximab et c'est très efficace. En prévention des rechutes, c'est tout à fait révolutionnaire. C'est ce qui a permis d'avoir l'extension d'AMM européenne et américaine, car le rituximab est plus efficace que l'azatioprine, bien plus, 6 fois plus. Il divise par 6 la probabilité de rechute majeure à M28, et donc le rituximab est devenu depuis le traitement de référence en entretien. Donc, ce qui fait que maintenant, les recommandations de durée de traitement d'entretien par rituximab, on a un tout petit peu évolué. Avant, on disait sur la foi de l'étude Manrit 103 que je vous ai montré que quand vous avez des encas anti-PR3 ou quand vous étiez en rechute, on traitait 4 ans. Mais en fait, maintenant, en réanalysant cette étude, et vous avez peut-être vu ce mois-ci paru par notre brillante chef de clinique dans Annals of Rheumatic Disease, les résultats des 3 Manrit 100 poulets. Et à l'issue de ça, on conclut qu'un patient, même s'il a des encas anti-PR3 ou s'il est en rechute, on le traite 2 ans et on fait le point au bout de 2 ans pour voir si on fait 2 ans supplémentaires. Et au bout de 2 ans, on va peser d'une part, d'un côté, le risque de rechute. Est-ce que le malade a une GPA? Est-ce qu'il est anti-PR3? Est-ce qu'il a déjà rechuté?
est-ce qu'il n'a pas d'atteinte rénale, est-ce qu'il a des manifestations ORL. Ces 5 facteurs prédisposent aux rechutes. Et de l'autre côté, on va regarder est-ce que ce patient a supporté ou pas son rituximab, est-ce qu'il y a eu des infections pendant la durée du traitement ou pas. Et par contre, chez les patients qui ont des ANCA dirigés contre la myéloperoxydase ou qui n'ont pas d'ANCA, on préconise un traitement de 2 ans d'un traitement d'entretien, puis une surveillance. Et puis, il y a un nouvel acteur qui est arrivé, c'est l'avacopan qui est arrivé. Pourquoi? Parce que, en fait, on a compris comment ça marchait, on a compris l'importance de la voie alterne du complément qui aboutit au complexe terminal C5A, qui est un élément pathogène important des vascularites associées aux ANCA, puisque ce C5A, comme vous le savez, attire les polyneurophiles et les active. Et l'avacopan, sur un modèle murin, l'avacopan, c'est un antagoniste du récepteur C5A, qui n'interfère pas avec le complexe d'Atax membranaire, donc on ne risque pas trop, a priori, d'infection à méningo. Dans un modèle murin, vous disais-je, ce traitement prévient le développement de la glomérulonéphrite induite par des anticorps anti-myéloperoxydase. Et donc, il y a une phase 3 qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine, vous disais-je, et cette étude est une étude qui a été randomisée en double insu, en double placebo, qui concernait des patients atteints de granulomatose avec polyangite, de polyangite microscopique. Simplement, il y a un petit biais dans cette étude, c'est que, et qu'on a tous regretté, c'est que la corticothérapie était administrée pendant 5 mois chez les patients qui n'avaient pas d'avacopan, tandis que l'avacopan était administré pendant 1 an. Le critère principal d'évaluation était le taux de rémission à 6 mois et le taux de rémission maintenu à 1 an, alors que les patients devaient avoir arrêté depuis au moins 4 semaines leurs corticoïdes. Voilà le premier critère d'évaluation entre les 2 bras de traitement. Vous voyez que c'est blanc bonnet et bonnet blanc, mais ça valide la non-infériorité. Donc, il n'y a pas de différence à 6 mois en termes de mise en rémission. Par contre, quand on regarde à 1 an, eh bien, on s'aperçoit que les patients qui ont reçu pendant 1 an l'avacopan sont plus souvent en rémission après l'arrêt des corticoïdes que ceux qui ont reçu 6 mois de corticoïdes et chez lesquels on a arrêté ensuite. Donc, l'avacopan est supérieur sur ce critère à la prednisone standard of care à 1 an d'évaluation. Voilà ce que ça donne sur les courbes de survie sans rechute après au moins 1 mois d'arrêt des corticoïdes, que vous soyez sous avacopan en rouge ou que vous soyez sur prednisone en bleu. Mais vous allez me dire, oui, mais c'est complètement biaisé parce que l'avacopan a été administré pendant 1 an et les corticoïdes pendant 6 mois. L'avacopan a été administré pendant 1 an et les corticoïdes en bleu pendant 6 mois. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on n'aime pas beaucoup cette étude, ou en tout cas qu'on n'aime pas son design. Mais si on s'arrête à 6 mois, alors que les malades étaient encore sous prednisone et encore sous avacopan, eh bien, il y a déjà une différence significative qui est mise en évidence. Et vous voyez que le fait d'avoir continué l'avacopan pendant 1 an de plus, ça ne modifie pas tellement les choses par rapport au bras corticoïde. C'est pour ça qu'il y a un essai qui va démarrer pour évaluer simplement 6 mois d'avacopan versus 1 an. Alors, certains ont dit oui, mais l'avacopan permet également une meilleure récupération de la fonction rénale par rapport aux corticoïdes. Alors, c'est vrai qu'effectivement, les patients gagnaient 3,2 minutes de débit de filtration glomérulaire quand ils recevaient l'avacopan par rapport aux corticoïdes. Encore une fois, ce n'est pas un schéma standard. Hein, vous avez vu que les corticoïdes étaient arrêtés à 6 mois. Et par contre, si on regarde, mais ça, c'était pas prévu dans l'étude, donc vous ne pouvez pas en tirer des conclusions définitives, parmi les patients qui avaient l'atteinte rénale la plus sévère, eh bien, vous voyez que le gain, la récupération potentielle à attendre était plus importante dans le bras avacopan que dans le bras corticoïde, et que la différence était, l'amplitude de gain était plus importante. Encore une fois, on ne peut pas conclure définitivement qu'il y a une meilleure récupération de la fonction rénale sous avacopan à cause du design de cette étude. Et donc, il y a une étude qui va débuter, qui va évaluer chez les patients les plus sévères si effectivement ce gain est retrouvé par rapport à une corticothérapie conventionnelle. Et l'édito qui accompagnait cette étude était vraiment très bien, puisqu'il soulignait qu'on ne pouvait pas des différences significatives ne pouvaient pas être affirmées pour ces critères d'évaluation parce que ça n'avait pas été ajusté pour de multiples comparaisons. Donc, si je résume l'avacopan,
Épargne cortisonnée, oui. Amélioration de la fonction rénale, probablement. Est-ce pertinent? On n'en sait rien. Il n'y a pas de signal particulier en termes de tolérance. En tout cas, ça, c'est bon à savoir. Il n'y a pas de données après 1 an, donc il n'est pas question de le donner de plus après. Est-ce que les malades rechutent? On ne sait pas. Et il faut quand même bien voir que dans cette étude, les patients du bras avacopan ont quand même reçu tous 1,34-35 g d'équivalent prédnisone en dose totale, et certains après la semaine 4. Et dans une étude dont je ne vous ai pas parlé, les Japonais ont montré qu'avec 1,3 g, on avait une non-infériorité par un schéma standard. Donc, ça a quand même permis à l'avacopan d'avoir une AMM européenne en octobre 21 et puis une AMM européenne également. Mais vous voyez que tout le développement de cette molécule reste à faire avec 2 études à venir, 6 mois versus 1 an, et deuxièmement, l'évaluation de cette molécule chez les patients atteints d'atteinte rénale les plus sévères. Ces 2 études qui ont été acceptées en lettre d'intention et qui vont être soumises au PHRC par le groupe français d'études des vascularites dans le mois qui vient. Voilà, j'ai à peu près terminé en 40 minutes de vous parler un petit peu de ces maladies-là. Et maintenant, je suis à votre disposition pour qu'on puisse échanger et que vous puissiez me faire part de vos remarques.